Votre invité à présent dans la grande interview, il est en train de s'installer, la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Luc Ferry. Bonjour. Il en reste, oui, bonjour, cher ami. Bon, merci d'être là avec nous, ancien ministre de l'Éducation. Merci à vous de m'inviter. Pour votre livre, donc, IA, grand emplacement ou complémentarité aux éditions de l'Observatoire. Un petit mot, parce que tout ça rentre en résonance avec l'actualité, bien sûr. Oui. L'Europe, la France, on a compris, ont cette volonté de se réarmer face à cette menace perçue de la Russie, ce désengagement militaire de Trump, de l'administration de Trump. Et en même temps, les lignes bougent. On voit l'Allemagne quand même sortir le bazooka budgétaire sur les infrastructures, sur la défense. Oui. La Commission européenne, on peut discuter des chiffres, mais il y a quand même un plan de réarmement. Alors, c'est pas 800 milliards, c'est 150 milliards de prêts. Mais quand même, ça prouve que l'Europe sait réagir. Non, ça prouve que Trump nous a obligés à réagir en disant que, bon, ce qui se préparait depuis longtemps, qu'il allait quitter, peut-être même quitter l'OTAN, et en tout cas quitter la protection qu'il accordait à l'Europe depuis, enfin que les États-Unis accordaient à l'Europe depuis des décennies. Voilà. En contrepartie de l'acquisition de matériel militaire américain. Soyons clairs, il n'y a aucun risque pour la France de la part de la Russie. Le vrai problème, c'est le risque est pour la Moldavie, parce qu'il y a une communauté russophone environ 40% ou 30% de la Moldavie, et que la Moldavie est très proche de l'OTAN, même si elle n'en fait pas partie. Et il y a un risque aussi, c'est ça qu'on craint sur les pays des Balkans, les pays baltes, pardon, ce qui nous obligerait à intervenir, ce qui nous obligerait... La Pologne. Non, mais non, ça, les Polonais ont toujours été convaincus que la Russie allait les attaquer parce qu'ils ont une histoire terrible avec la Russie, je peux comprendre. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions là-dessus avec Geremek, qui était à l'époque, qui était un très grand historien. J'étais avec François Furet en Pologne, on était à Varsovie, avec Geremek, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, et il m'expliquait évidemment pourquoi, je comprends au don de l'histoire, les Polonais sont tétanisés d'angoisse par rapport à la Russie, mais c'est pas vrai. D'où les 5% du PIB consacré à la défense. Aujourd'hui, ce que fait Macron, c'est qu'il joue sur la peur, parce qu'il ne reste plus que ça aujourd'hui. Sur la Russie ? Sur la Russie, alors que... Il n'y a aucune crainte à avoir. Mais non, la crainte, encore une fois, tout part de la guerre du Donbass en 2014, si vous voulez que je vous raconte l'histoire. Lorsque Yanukovych, le fantoche russe, le polichinelle russe, pro-russe, tombe avec la révolution Maïdan, qu'est-ce qui se passe? La première décision qui est prise sur la place Maïdan et qui est une très mauvaise décision, c'est de faire en sorte que la langue russe ne soit plus la langue officielle, une des 3 langues officielles du pays. Les gars dans le Donbass, ils parlent que le russe. Bon. Et ils sont russophones et ils sont très proches de la Russie. Ils se déclarent république séparatiste. Et en 2014, Poroshenko va mobiliser 10 milices privées pour aller casser la gueule. C'est la guerre du Donbass aux russophones du Donbass. Il y a 15 000 morts quand même et 6 000 civils qui sont massacrés. Bon. Et donc, il s'arrête où, Poutine, aujourd'hui? Mais il s'arrête là où il est. Alors, non, le risque est grand maintenant. Pour l'instant, ce que voulait Poutine, c'est prendre la Crimée et le Donbass. Il les a. Le risque est très grand aujourd'hui à cause de la faiblesse, notamment de l'Union européenne, qui n'est plus du tout dans le débat. Le débat, il est entre Trump, Zelensky et Poutine. Et Zelensky a fait un très long tweet hier, c'est plus qu'un tweet, ça fait 3 pages, je l'ai lu très attentivement évidemment, où il remercie chaleureusement Trump de ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il faut arrêter de dire que Zelensky n'est pas dans le coup. Donc Zelensky, enfin vous l'avez lu je pense, lisez ce long message de Zelensky hier soir, remerciant Trump et les États-Unis de ce qu'ils font aujourd'hui. Et donc ce qui est à craindre malheureusement, c'est que l'objectif de Poutine soit pas de prendre Kiev, c'est pas ça, mais c'est de faire tomber Zelensky pour remettre à la place un président pro-russe. Voilà. C'est ça le vrai danger. Voilà. Mais ça nous concerne indirectement. Il n'y aura pas de chars qui rentreront. Mais non, les chars ne sont pas à Strasbourg, c'est absurde. Voilà. J'en parlais à l'instant avec mon ami Marek Alter, on se disait tous les deux, mais ils sont fous. Voilà. Donc évidemment, jouer sur les peurs, vous savez, c'est très important. Il ne faut pas augmenter le budget de défense de la France, de l'Europe, de 2% à 3%. De l'Europe et de la France, mais pas comme on le fait. Acheter faire reconstruire des Rafales, bon, formidable pour l'industrie militaire française, mais la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des drones, c'est pas la guerre des chasseurs. Et donc, il faut quand même réfléchir à ce dans quoi on investit. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, je ne crois pas à la dissuasion nucléaire pour une raison qui est très paradoxal, c'est que nous n'avons en France qu'un armement stratégique qui est paradoxalement trop puissant pour être utilisé. Nous, Français... C'est ça la dissuasion. Mais justement pas. C'est le contraire, parce que la dissuasion, il faut que ça puisse être utilisé. Est-ce que vous croyez qu'un président français va tuer 10 millions de femmes et d'enfants en Russie? Évidemment pas. Donc on aurait intérêt à investir dans le nucléaire tactique plutôt que dans le nucléaire stratégique. Parce que le nucléaire tactique peut faire peur.
à l'Iran, à la Russie, à la Chine. Bon, il peut faire peur à des ennemis potentiels, le tactique, parce que mais le stratégique est beaucoup trop puissant, paradoxalement, pour être utilisé par un pays démocratique, humaniste comme par la Russie. Mais la Russie, Poutine lui-même n'a pas utilisé, alors que Medvedev lui disait « Mais utilise ton nucléaire tactique ». Même Poutine ne l'a pas utilisé. Le vrai danger aujourd'hui, c'est l'Iran. Voilà, l'Iran est capable d'utiliser le nucléaire quand ils auront le nucléaire, ils finiront par l'avoir. C'est d'ailleurs pour ça que l'Israël réfléchit aujourd'hui éventuellement à bombarder les sites nucléaires iraniens, parce que l'Iran est un pays qui peut utiliser le nucléaire. Voilà. Nous pas, parce qu'on n'est pas des salauds. On ne va pas tuer des millions d'enfants en Russie. Sous prétexte que Poutine est notre ennemi. Voilà, c'est pas vrai. En revanche, investir dans le nucléaire tactique n'est pas idiot, parce que ça, malheureusement, je dirais, comme c'est pas totalement dévastateur, ça peut être dissuasif. Vous comprenez le raisonnement, oui. il est clair. Hein. Oui, on parle avec des hauts dirigeants de l'armée. On avait Éric Trappier, le patron d'Assaut Aviation, Éric Trappier, qui était là il y a quelques jours. Donc il ne faut pas acheter c'est pas l'essentiel, il faut acheter des Rafales. Non, il faut. Elon Musk affirme que les drones pilotés par IA pourraient supplanter les avions de chasse. On doit le croire. Mais c'est déjà le cas. Il y a eu dans toutes les simulations de combat entre les meilleurs pilotes américains sur des F-35 et l'IA bat les pilotes américains. Et donc oui, la guerre des drones est beaucoup plus. Investir dans les drones, vous voyez bien ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre des drones. Donc qu'on ait quelques chasseurs, qu'on ait des Rafales, très bien. Mais c'est investir là-dedans comme si c'était l'avenir. Le grand risque, moi, voilà, pour une fois, je voudrais qu'il y ait tous ces comités théodules qui servent à rien, il faut les supprimer. Mais là, ce serait intéressant d'avoir une vraie réflexion sur ce que seront les armes vraiment dissuasives dans 10 ans. Or, l'IA est dedans. L'IA est au cœur de la dissuasion. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est une guerre des drones pilotée par l'IA. Et le problème, c'est que les drones américains sont 1000 fois supérieurs aux drones français. Parce qu'ils sont bourrés d'IA américaine. On a perdu la bataille sur l'IA au global, civil, et donc l'IA militaire. Alors, ou est-ce que c'est pas encore... Non, c'est compliqué, parce que l'open source et l'open weight, les deux... open source, oui, open... open weight, c'est encore plus important. C'est la question des poids qu'on utilise pour entraîner une IA à partir de transformers. C'est comme nos neurones biologiques. Hein. C'est une question de poids, c'est une pondération. Les mots, par exemple, quand vous demandez un texte à une IA générative, chaque mot est affecté d'une pondération. Par exemple, si vous dites « ils sont comme chiens et », l'IA saura que c'est le mot chat qui va venir parce qu'il est affecté d'un poids supérieur à cathédrale ou presbytère. Bon, c'est évident, si vous voulez, pour donner un exemple que tout le monde peut, je crois, comprendre. Donc, open weight, c'est les poids ouverts. C'est-à-dire, il y a une IA chinoise qui est sortie cette semaine, après DeepSeek. C'est Baidu. C'est pas seulement Baidu. Baidu, c'est une production de vidéo, mais il y a toute une IA. C'est pas seulement vidéo, c'est aussi une production de texte. Donc c'est un Baidu multiplié par des millions. Et donc cette IA, elle joue sur l'open source. Donc ils sont en train de. Elle ne coûte pratiquement rien. Écoutez bien ça. Donc la Chine. Et les 3 grandes entreprises chinoises qui sont dans l'IA sont en train de casser le monopole américain. Et c'est pour ça que Sam Altman parle de compétition maligne dans les deux sens du terme, astucieuse et méchante. Voilà, parce que on n'a plus besoin d'investir des dizaines de milliards. Donc ça veut dire que l'Europe peut revenir dans la course. Oui, c'est ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que l'open source et l'open weight vont permettre à l'Union européenne de fabriquer des IA aussi performantes que les IA californiennes ou chinoises, avec beaucoup moins d'argent. Simplement, il faut y réfléchir, il faut s'y mettre, et notamment dans l'armement. Ceux qui maîtriseront l'IA domineront le monde. Poutine. Ça, c'est de vous, ça? Non, c'est de Poutine. Ah bon? Oui, absolument. Il a dit ça, ceux qui maîtriseront l'IA domineront le monde? Oui, c'est une phrase de Poutine qui est d'ailleurs citée dans un excellent article du Financial Times aujourd'hui, enfin de cette semaine. Et donc oui, c'est ce que pensent les Chinois. Et la guerre commerciale, mais j'espère qu'elle restera que commerciale, entre les États-Unis et la Chine, elle va passer à 90% par l'IA. C'est là que ça se passe. Quel est le dessein de Trump sur la guerre commerciale? Pardon, on sort un petit peu du livre 2 secondes, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi ce désengagement militaire en Europe? Pourquoi cette relation avec Poutine, peut-être par rapport à la Chine? Pourquoi cette guerre commerciale avec ses partenaires? Non, parce qu'il pense que, tout le monde le sait, Trump pense à juste titre que la vraie guerre, c'est avec la Chine. Et que du coup, dépenser de l'argent pour aider l'Union européenne, il pense comme Poutine. Il met plus de tarifs douaniers sur l'Europe que sur la Chine.
Mais parce on va négocier, comme il l'a fait avec Bogota, avec le Mexique. Il commence comme ça, puis après on négocie. Mais c'est pour faire un coup brutal et dire à l'Union européenne, bah, si vous continuez à me casser les pieds, voilà, je vous fais, je sais pas quoi, 200% de... Bon, mais il ne le fera pas, on va négocier. Mais c'est pas ça le projet de Trump. Le projet de Trump, c'est de se débarrasser de la guerre en Ukraine le plus vite possible, et je pense qu'il va y arriver. Et encore une fois, Zelensky vient hier soir même de l'applaudir des deux mains et des deux pieds, si je puis dire. Et je pense qu'il va y arriver. Et donc, en tout cas, c'est se débarrasser de la guerre en Ukraine. Et ensuite ? Et ensuite, de concentrer tout le tir. C'est pour ça qu'il a dit 500 milliards sur l'IA. Ouais. Bon, concentrer tout le tir sur la compétition avec la Chine. Pourquoi ? Parce qu'il pense exactement comme Poutine. Il partage la même idée. C'est que l'Europe est en déclin. C'est ça leur idée. Que l'Europe est en déclin aussi bien spirituel, moral qu'économique. Voilà. Et donc, ils pensent qu'on est en déclin spirituel parce que les croyances religieuses se sont effondrées. Je vous donne les chiffres, c'est quand même intéressant pour la France. En 1950, 95% des Français sont baptisés. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y a 45 000 prêtres diocésains en France en 1950. Ils sont 4 000 aujourd'hui. Donc, eux, ils voient ça comme ça. La religion s'effondre dans les sociétés laïques de l'Union européenne, les religions s'effondrent, donc la spiritualité s'effondre. Ces gens-là sont individualistes, ils sont plus prêts à faire la guerre, ils sont plus capables de faire la guerre, et donc ils sont en déclin économique, et ils sont en déclin technologique. On est en effet complètement ridicule, malgré Arthur Mensch et Mistral AI, on est complètement ridicule par rapport aux Chinois et aux Américains en matière d'intelligence artificielle, y compris sur le plan militaire. Et donc on est là par rapport à ce que pensent Poutine et Trump, on est en plein déclin, c'est comme ça qu'ils nous voient. Et donc le dessin de Trump, pardon, le dessin... C'est de concentrer le tir sur la Chine, voilà. Se débarrasser de l'Europe et ne plus payer pour l'Europe, et donc c'est ce qu'il nous a dit, débrouillez-vous. Et d'une certaine manière, ça nous réveille. Parce qu'en effet, il n'y a pas un risque, encore une fois, les chars russes ne sont pas à Strasbourg, c'est ridicule de jouer sur la peur, faire un manuel de survie, mais enfin complètement cinglé. Bon. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a un risque sur la Moldavie et sur les pays baltes, ça c'est pas faux. Et ça nous oblige. La première chose à faire, c'est d'armer les pays baltes avec de l'armement conventionnel. Ça, ce serait intelligent et c'est utile. C'est ce que fait l'Allemagne. Ils mettent 5000 hommes dans les pays baltes. Chaque fois, je fais le lapsus avec les Balkans, pourtant je connais très bien les deux. Mais je suis allé évidemment en Albanie, je suis allé dans les 3 pays baltes, je les connais très bien, j'ai plein de photos d'ailleurs là-bas, c'est des pays magnifiques. Mais le lapsus, c'est facile à faire. Mais voilà, donc c'est de mettre l'argent sur les pays baltes, sur le plan militaire, d'armer les pays baltes. Et encore une fois, d'armement conventionnel pour que ça rende en effet une invasion difficile. Et Trump, dans son combat, dans sa rivalité stratégique avec la Chine, jusqu'où il veut aller ? Alors, ils sont aujourd'hui très embêtés parce que les 500 milliards que Trump voulait mettre, avec les entreprises évidemment, c'est pas uniquement l'État, sur l'intelligence artificielle pour dominer le monde, parce que la phrase de Poutine est juste, ceux qui maîtriseront l'IA maîtriseront le monde, c'est tout à fait vrai, y compris sur le plan militaire. Voilà, du coup, si la Chine est capable de fabriquer des IA aussi performantes que la Californie sans argent, si je puis dire, grâce à l'open source et à l'open weight que j'ai évoqué tout à l'heure, donc à ce qui est ouvert, qu'on peut pirater, si vous voulez. Et si ça coûte rien, dans ce cas-là, ces 500 milliards, bon, c'est pas l'avenir, si je puis dire. Et donc la compétition avec, il faut les investir ailleurs. La compétition avec la Chine, elle reprend depuis cette semaine, et en vérité depuis l'apparition de DeepSeek, cette IA chinoise qui est très très performante. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, c'est incroyable. Bon, et donc qui est aussi performante que ChatGPT. Et donc voilà, la compétition repart avec la Chine, et donc Trump se dit, c'est pas la peine de dépenser de l'argent sur ces crétins en déclin que sont les Européens. Je vais essayer de régler le problème de l'Ukraine très vite et ensuite je me concentrerai sur la compétition avec la Chine. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Très, très important, puisque vous voulez qu'on parle de géopolitique, Poutine est en train de devenir, grâce à cette fichue guerre en Ukraine, qui est débile depuis la guerre du Donbass, depuis 2014, et c'est ça, la vraie catastrophe, elle est là. Poutine est en train de devenir le leader du Sud global, c'est ça qui se passe. Il est le leader des BRICS. Voilà. Lula est à fond poutinien, le président du Brésil, la Chine et l'Inde, maudit, défend Poutine, et donc en Afrique, Poutine est en train de prendre la place de la France. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Pardon, je ne veux pas... Mais enfin, nos intellectuels
intellectuels moralistes ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Ils pensent que ce qui est grave, c'est les crimes de guerre en Ukraine. Mais évidemment que c'est grave. Mais c'est pas ça le plus grave sur le plan géopolitique, c'est que Poutine devient le leader des 2/3 de la planète. Et quand il tient ses discours sur « Ah, regardez, ces pays libéraux, ces démocraties libérales de l'Union européenne qui veulent vous imposer leur modèle de développement », il dit ça à l'Afrique, il dit ça donc au Sud global, aux pays, y compris, parce que dans les BRICS, maintenant, vous avez l'Égypte et l'Arabie saoudite. Bon. Et donc, il dit ça aux théocraties aussi. Et donc, évidemment que dans ces pays-là, c'est entendu 5 sur 5 et ils applaudissent à Poutine. Sur l'IA, l'IA générative a dépassé les humains sur quasiment sur tout. Oui. C'est ça qu'on a parlé de la traduction, un domaine que vous connaissez bien, mais sur les maths, la physique. En même temps, sur les maths, c'est nouveau, oui. Mais en même temps, sur la médecine, si ça peut sauver des millions de vies avec le cancer, c'est quand même génial. C'est là que c'est vraiment la très bonne nouvelle. Moi, j'ai enseigné la biologie et philosophie avec mon ami Jean-Didier Vincent à la Fac de sciences de Paris. Donc, je n'ai pas arrêté de m'intéresser à la biologie. C'est vraiment une discipline qui me passionne. Et la très, très bonne nouvelle, c'est que l'IA va sauver, dans la lutte contre le cancer, des millions de vies. Il n'y a pas d'immunothérapie aujourd'hui, de reprogrammation des lymphocytes pour aller attaquer les cellules cancéreuses sans IA. Il n'y a pas de thérapie ciblée, personnalisé sans IA. On ne peut pas séquencer le génome d'une cellule cancéreuse et savoir comment l'attaquer sans IA. Donc là, c'est la très très bonne nouvelle. En revanche, je pense que... Sur l'école bleue, sur l'école blanche, tous les jobs potentiellement sont menacés. Oui, parce que ce que les économistes qui ont fait des rapports, je ne vais pas citer de nom, ils ne sont pas là, je ne veux pas être désagréable, mais qui ont fait des rapports, y compris de très grands économistes, que je respecte par ailleurs, mais ils ont fait des rapports sur l'IA en disant l'IA n'impactera pas le monde du travail autant qu'on le croit parce que l'IA ne remplacera que les emplois automatisables. Mais c'est complètement faux. On remplace des radiologues, on remplace des interprètes, on remplace des traducteurs, on remplace des géomètres, on remplace des experts comptables, on remplace des médecins. Donc ce n'est pas les métiers entièrement automatisables. Et ils n'ont pas tenu compte de la robotique humanoïde. Or, la robotique humanoïde, il y avait un grand panneau sur un immeuble qui m'a fait rire parce que les ouvriers avaient mis sur cet immeuble en construction, une grande tour en construction, « Hey ChatGPT, est-ce que tu crois que tu peux nous remplacer ?» Et ils se moquaient de ChatGPT. Mais oui, il peut remplacer les robots humanoïdes, regardez-les. Ils sont... Sur des chantiers de construction. Mais je regardais ce matin, Laurent Alexandre m'envoyait ça une vidéo, on voit un robot humanoïde qui est en train de changer un carburateur sur un moteur de bagnole. Il est en train de changer, moi je connais très bien le moteur de voiture, puisque mon père fabriquait des voitures de course, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Il retire un filtre à air, il remplace un carburateur, il est capable de démonter la culasse, de changer un arbre à cames. Il a un QI de polytechnicien, agrégé de philo, de biologie et d'histoire. Voilà. Et là, aujourd'hui, il passe le paradoxe de Moravec. J'ai des amis qui fabriquent aujourd'hui des robots humanoïdes qui sont capables de remplacer des infirmières pour faire une piqûre. Voilà, j'ai pas envie de ça d'ailleurs, mais c'est pas, à mon avis, c'est ce monde-là vers lequel aujourd'hui on va. Ce que je veux dire par là, c'est que l'étude de... voir l'acceptabilité sociale. Mais c'est tout le problème, c'est pour ça que j'essaye de réveiller nos politiques. Sam Altman a dit on aura des licornes dans la décennie qui vient, donc des entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars, sans aucun salarié humain, mais il a raison. Voilà. Il y a une étude de Goldman Sachs qui dit que 300 millions d'emplois vont être remplacés. Oui, mais d'autres disent qu'il y en aura d'autres emplois qui vont être créés et que ça, c'est schumpeterien. Et c'est complètement idiot. J'adore Schumpeter, qui est pour moi le plus grand philosophe de l'économie. J'ai une passion pour Schumpeter. Mais si les emplois qui apparaîtront comme data scientists, les spécialistes des cyberattaques, etc., ce sont en quantité, il y aura des nouveaux jobs, mais en quantité, ça ne remplacera pas. Évidemment, c'est des emplois bac plus 10. Donc si vous supprimez 300 millions d'emplois bac ou bac moins 2 et que vous remplacez par 30 000 emplois bac plus 10, le compte n'y est pas. Pardon de parler vite, mais je voudrais que les gens se réveillent, quoi. Et donc, le RUB, le revenu universel de base, c'est une catastrophe. Il faut mettre en place... Oui, ça signe les gens chez eux à rien faire de la journée. Sam Altman a fait une étude en grandeur nature. Il a payé pendant 2 ans des 2 000 $ par mois des chômeurs à rester à la maison. Antidépresseurs, divorce, suicide, alcoolisme. Voilà, catastrophe. Il était, comme il défendait le RUB, il était très emmerdé. Bon, donc vous êtes plutôt sombre alors sur l'IA? Non, il faut qu'on réfléchisse, qu'on organise la complémentarité. Moi, par exemple, dans mon livre, ce que je développe comme idée, c'est un service civique pour les adultes. Pour que les adultes qui ont un emploi remplacé par l'IA aient un service civique d'utilité publique pour qu'ils ne perdent pas d'abord le salaire qui sera payé par l'État grâce au profit qu'on fera grâce aux entreprises de l'IA, mais qu'on ne perde pas l'estime de soi, qu'on ait une utilité publique. Voilà. Il y a 40 000 centenaires en France. Voilà. Or,
Pour beaucoup, c'est des gens pas très riches, et ce qu'on appelle la rupture de solitude des vieux. On a besoin d'un service civique pour aller s'occuper de ces gens-là, pour faire leurs papiers, pour les aider à lire un livre, pour les aider à faire leur cuisine. Bon. 40 000, c'est beaucoup. On aurait besoin de services civiques, mais qui ne soient pas uniquement pour les jeunes, mais qui soient aussi pour les adultes. Voilà. Payer au SMIC ou un peu plus, et que les gens ne perdent pas l'utilité publique et l'estime de soi, voyez. Parce que le RUB, catastrophe absolue, revenu. C'est ceux qui nous regardent, oui. Col bleu, col blanc. Aïe. Ils se disent quoi? Pardon, excusez-moi. Parce que oui, j'ai un peu mal au genou. De travers, voilà. Excusez-moi. Ceux qui nous regardent, qui sont cadres ou pas, ou employés, ils se disent quoi quand sur la montée en puissance, ces milliards déversés sur leur quotidien, notamment dans le monde professionnel? Le problème, c'est que les chefs d'entreprise essayent de rassurer leurs salariés en disant « mais non, c'est pas vrai ». Bon, voilà, non, rassurez-vous, votre métier est irremplaçable. Bon, mais la vérité, c'est qu'on met la tête dans le sable et qu'à force de se rassurer et d'être aveugle, on oublie, et nos politiques sont complètement aveugles là-dessus, qu'il va falloir se réveiller, que l'impact dans la décennie qui vient sur le monde du travail va être absolument colossal. Et ce sera d'ailleurs la même chose dans l'école. C'est le même problème, parce que le travail à l'université, tous les copains de mes filles, ils ont fait leur mémoire de master avec l'IA. C'est ChatGPT qui le fait. Or, le problème, c'est que vous pouvez prendre une femme de ménage ou un homme de ménage pour faire le ménage à votre place, ou un jardinier pour faire le jardin, mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un pour penser à votre place. Donc c'est très grave ce qui se passe, il faut se réveiller. Et en même temps, si on est assisté surtout, si on nous aide à tout et qu'on pense à notre place, ça veut dire que, ça veut dire que, là je parle aux philosophes, qu'on perd des neurones, on perd du QI. L'IA égale perte de QI. Mais évidemment, il faut que nos professeurs, si j'étais ministre de l'Éducation nationale encore, ce serait ma préoccupation numéro 1. Je changerais complètement les cours d'instruction civique pour que les mômes comprennent ce que c'est que les réseaux sociaux, ce que c'est que le harcèlement sur les réseaux, ce que c'est que les deepfakes et les jumeaux numériques, il faut qu'ils comprennent ça. Donc je balaye complètement les cours d'instruction civique actuels, je les refais intégralement, et je voudrais que nos professeurs comprennent qu'il va falloir expliquer vraiment à nos enfants pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire le travail à la maison par l'IA plutôt que de le faire soi-même, parce qu'encore une fois, on peut prendre un... On leur dit quoi aux enfants? On leur explique que s'ils ne font pas, que c'est pour eux qu'on leur demande de faire des devoirs, que ce n'est pas pour les embêter. Et il faut leur faire comprendre, comme ils ne sont pas idiots, ils peuvent le comprendre. Et moi, par exemple, si j'étais encore prof de philo, au lieu d'interdire l'IA, je la rendrais obligatoire. Et je dirais à mes étudiants, je vous donne un sujet de philo, je sais pas, est-ce qu'il y a des critères du beau? Je prends cet exemple parce qu'il me vient toujours à l'esprit. Et je vous demande de demander à ChatGPT de vous faire la disserte de philo, puis après, vous commencez à discuter, à compléter, à critiquer. Voilà. Et ça peut être un travail très intelligent. Mais au lieu de l'interdire, il faut le rendre obligatoire, parce que c'est pas à peine, ils l'ont dans leur poche de toute façon. Luc Ferry, il est optimiste ou inquiet quant à l'avenir de l'IA et son impact sur l'humanité? Les deux. C'est-à-dire que quand je vois les progrès, la rapidité des progrès, et quand je vois la culture complète, la culture scientifique de nos dirigeants politiques, je suis très inquiet, j'ai très peur. Et en même temps, on en parlait tout à l'heure, l'IA va sauver des millions de vies dans le domaine de la santé, donc il y a aussi des côtés extraordinaires. Et puis après tout, ça va aussi, si on est capable d'organiser la complémentarité dans l'entreprise, mais ce sera un combat. C'est pas gagné. Ça peut aussi alléger le travail, le rendre plus intéressant, le rendre plus utile, le rendre plus rapide. Bon, il peut y avoir des effets extrêmement positifs. Mais en même temps, honnêtement, quand j'en parle avec mes amis, parce que je suis dans des groupes de chercheurs, hein, c'est pas du jus de crâne, moi, c'est pas de la philo, éthérée. Donc, je travaille avec des chercheurs qui sont aussi bien chez Google que chez OpenAI ou qui sont des médecins. Lisez par exemple le livre de Bibot, professeur de médecine à Pompidou, professeur de cancérologie. J'ai très peur, en effet, que si on ne réagit pas maintenant, le grand remplacement soit très violent, quoi. Et que la complémentarité soit un leurre. Et que la complémentarité, on arrive trop tard pour la mettre en place, parce que ça progresse à Alpha Géométrie 2, donc une IA de Demis Hassabis, donc une IA de Google, a été médaille d'or aux Olympiades de mathématiques internationales. Ça veut dire qu'elle a le même niveau que les plus grands profs d'université ou les plus grands chercheurs au CNRS en maths. Vous voyez, donc, et là, avant, où l'IA n'était pas très bonne en maths, là, ils ont complété. Donc, ça veut dire que vous avez des IA qui peuvent être agrégées de philo ou de maths ou d'histoire ou de biologie, donc, et intégrées dans des robots humanoïdes. Donc, ça va nous tomber dessus dans les 3 ans qui viennent. Ces robots... intégrer des robots humanoïdes. Oui.
et qui passent le paradoxe de Moravec, qui ont de la sensibilité, qui sentent les poids qu'ils soulèvent et qui sentent les pressions qu'ils exercent. Ils passent le paradoxe de Moravec. Ils sont capables de lasser les chaussures ou de faire des œufs sur le plat. Et donc ou de faire la piqûre que fait une infirmière. Donc ces robots-là, ils vont coûter 15 000 € ou 20 000 €, le prix d'une petite bagnole. Ils vont, enfin, une belle petite bagnole déjà, mais enfin quand même, c'est pas... Mais ils n'ont pas d'arrêt de travail, ils ne sont pas à la CGT, ils ne font pas grève. Et ils travaillent H24. Allez, bim pour la CGT. Ben oui. Et donc ils travaillent H24, qui a quitté le conclave dont vous parliez tout à l'heure. Et donc ces robots-là, ils sont... regardez-les, regardez Optimus d'Elon Musk, voilà, ils sont dingues de chez dingues. Et c'est des bébés encore. Imaginez, il ne faut pas réfléchir à 2 ans, il faut réfléchir à 20 ans. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? Ça vous donne envie Non, c'est pas ça que je préfère, mais en tout cas, je vous explique une chose, parce que c'est le plus important en fait. Et on finit là-dessus. De tout ce qu'on a dit. Les IA, elles ont des valeurs qui sont imposées, qui sont programmées par les programmateurs. Elles sont codées. Ouais. Donc généralement, les IA californiennes sont wokistes, elles sont féministes, écolo, enfin tout ce qui est bien. Antiracistes, tant mieux d'ailleurs, ça vaut mieux. Mais on pourrait très bien faire des IA nazies ou staliniennes ou libérales ou socialistes ou spinozistes ou kantiennes. On peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est la vraie différence avec l'être humain. Mais si vous réfléchissez à ça, c'est très profond. Les IA n'ont pas de valeur, elles n'ont que les valeurs qu'on leur a codées. Or, quand vous écoutez la télévision ou la radio, en fait, ce sont nos valeurs qui donnent du sens aux informations et aux connaissances. Vous riez, vous êtes choqué, vous êtes attristé, vous êtes en colère, vous êtes indigné. Tout ça, ce sont nos valeurs qui mettent en perspective les connaissances. Donc encore une fois, l'IA est 1000 fois plus savante que moi et plus intelligente que moi, mais elle n'a pas de valeur, sauf celle qu'on lui inculque. Donc c'est ça l'humain, l'homme. C'est ça l'humain. Du coup, ça a une répercussion sur les métiers. Les métiers qui mettent en valeur les valeurs, c'est-à-dire les relations humaines, seront les métiers qui résisteront à l'IA. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça tout de suite. Donc ce que l'homme pourra faire que l'IA ne pourra jamais faire. Même prof, par exemple, on n'a pas envie de suivre le cours fait par un robot. Un grand prof, c'est quoi? C'est un prof qui vous a charmé, qui vous a fait rentrer dans une discipline que vous n'aimiez pas, qui vous a fait comprendre qu'il avait un savoir qui était utile, génial, important, sexy même. Bon. Et donc, le robot, on peut pas... c'est pas. Et quoi d'autre comme métier? Bah, tout ce qui est relations humaines, je veux dire, tout ce qui est relations... Un vendeur, par exemple, un commercial... J'ai une fille qui vend des appartements, bah ça, le robot ne le fera pas bien. On n'a pas envie de discuter avec un robot, mais un serveur il y a eu des tentatives, des serveurs, des restaurants avec des robots humanoïdes, les gens ne veulent pas. Moi, quand je vais dans ma brasserie préférée, je retrouve les serveurs que j'aime bien et je rigole avec eux, je parle avec eux, je leur demande des nouvelles, bon voilà. Mais ça, on n'a pas envie d'un robot. Donc tous ces métiers de relations humaines sont les métiers d'avenir. Un directeur d'hôtel. Bon voilà, il faut lire IA, grand placement ou complémentarité aux éditions de l'Observatoire, écrit par Luc Ferry, invité de la grande interview en direct. Merci à vous surtout, c'est gentil. Merci, au revoir.